Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin sur LCI. Vous êtes président de la grande région PACA. On l'appelle toujours PACA. Non. Bon, vous nous direz tout à l'heure. Voilà. Président LR. Et on a une question pour vous ce matin. Est-ce que vous allez rester dans ce grand parti auquel vous avez adhéré il y a 35 ans. La réponse dans quelques instants, mais il faut expliquer pourquoi on se la pose ce matin. Il s'est produit un épisode pas banal en politique hier, Renaud Muselier. Vous avez annoncé, au titre de président de région, votre soutien à Xavier Bertrand dans la course à la candidature LR, soutien de président de région à région. Et vous avez dit dans une interview, on va le voir, Xavier Bertrand a l'expérience nécessaire, c'est un bon président de région, le garçon est capé, il respecte notre héritage. Donc, à ce moment-là, pour vous, Xavier Bertrand, c'est l'homme de la situation. Il a un profil d'homme d'État. J'en rajoute, oui, il a des compétences, mais j'en rajoute aussi que dans les débats successifs qui ont eu lieu dans la famille politique, j'ai pu constater que dans ces débats, il y a un vrai problème sur la question essentielle, qui est de dire quelle position nous prenons par rapport à l'extrême droite. Et quand j'entends que certains, dans la campagne, disent entre Macron et Zemmour, par exemple, je choisirai Zemmour. Je suis très surpris que personne ne réagisse. Alors, et donc je pose cette question. Vous allez droit au but. Et en effet. Et là derrière. Et attendez. Et là derrière, je dis, Bertrand, pour moi, a la réponse, puisque Xavier Bertrand a gagné contre le Front National quand nous avons gagné avec Christian Estrosi la dernière fois contre Marine Le Pen. Donc il a montré qu'il était capable de se mettre contre le Front National. Il a quitté notre formation politique à l'époque pour nous expliquer que de toute façon on était trop à droite. En disant cette ligne ne correspond pas à celle de Chirac, de Sarkozy, de De Gaulle. Et donc, il me paraissait cohérent que ce garçon puisse revenir sur les bases fondamentales, qui sont les miennes, sur mes valeurs et sur cette ligne rouge qui n'est pas d'accord avec le Front National. D'accord, donc Xavier Bertrand, c'est pour vous l'assurance que LR aura un candidat qui correspond aux valeurs que vous défendez. De la droite républicaine telle qu'elle est depuis toujours. Mais dans cette interview, Renaud Muselier, vous assortissez donc ce soutien d'une attaque en règle à Éric Ciotti. Alors là aussi, on va le lire. Vous dites qu'il est le faux-nez de l'extrême droite. C'est une faute morale et politique, les clins d'œil qu'il donne à l'extrême droite. Il y a des arbres qui cachent la forêt. Vous avez une formule d'ailleurs assez amusante, si je puis dire. Vous dites Éric Ciotti est le bonsaï qui cache la prairie des LR ambigus. Ma question c'est, est-ce que vous imaginiez qu'il resterait sans réponse? Est-ce que vous imaginez qu'il ne se passerait rien après cette attaque en règle d'Éric Ciotti, qui est candidat comme Xavier Bertrand? Oui, mais dans notre famille politique, dans notre histoire, on a toujours eu des tentations avec l'extrême droite. Souvenez-vous à l'époque du président Millon, qui était président de région, qui s'était marié avec l'extrême droite. Quelle était son aventure? Il a perdu. Tous ceux qui sont mariés avec l'extrême droite, ils ont perdu. À l'intérieur de notre famille politique, il n'y a plus cette ligne rouge qui est marquée de façon définitive. C'est une faute morale. Et ça devient une faute politique. La faute morale, on la rappelle, c'est qu'il ait pu dire qu'il pourrait voter Zemmour. Exactement, c'est-à-dire que je préfère Zemmour à Macron. Alors que M. Bertrand, il fait exactement l'inverse. À partir de ce moment-là, on se retrouve dans une situation où M. Ciotti représente l'extrême droite à l'intérieur de notre famille politique. Et comme il représente cette évolution à l'intérieur, je demande une explication dans ma famille politique. Voilà. Qui n'est pas une attaque en règle, qui est une explication politique dans une formation politique qui a toujours été claire avec le Front National et qui ne l'est plus. Donc Éric Ciotti, il n'avait rien à faire dans cette primaire LR. Ça vous choque qu'il soit... Non, mais M. Ciotti appartient à notre formation politique, il est candidat, il a le droit d'être candidat. Mais j'ai quand même le droit de dire que ses idées ne me plaisent pas. En tout cas, il est arrivé dans les brancards quand il a vu ça. Comme toujours, ça c'est Éric. Mais du coup, il a sommé Xavier Bertrand de réagir. Et en effet, Xavier Bertrand rejette votre soutien sur Twitter. Il l'a dit, on va voir le tweet. Enfin, c'est quand même une sacrée claque. Vous êtes tous les deux présidents de région LR. Est-ce que vous vous y attendiez? Non, parce que j'avais eu Xavier au téléphone. J'avais dit que je soutenais, mais parce que je lui ai dit que c'était le seul qui reportait hier matin. Et donc... et à ce moment-là, il vous dit... Pas de problème. Merci. Ah oui, il vous dit merci Renaud. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas de problème. C'est après, quand il dit l'interview, par rapport à ma position sur ces idées d'extrême droite à l'intérieur de ma famille politique, et qu'à ce moment-là, et vous l'avez dit, Ciotti a sommé M. Bertrand de réagir. Ouais. Mais c'est pas la liberté d'expression, ça.
Voilà. Et donc moi je suis dans ma logique qui est de mon combat politique historique, non avec le Front National. Bon, ben aujourd'hui, à l'intérieur de notre formation politique, on a Monsieur Ciotti qui porte ces valeurs-là. Ouais, Moi je suis pas d'accord. J'insiste quand même parce que vous soutenez l'un, Xavier Bertrand, Oui. mais vous flinguez l'autre. Ils sont dans la même barque. Comment vous pouviez imaginer que Xavier Bertrand accepterait que à la fois vous lui disiez je te soutiens et dans le même temps Oui, mais regardez, avec un homme avec oui, mais lequel regardez, il pourrait ça veut gouverner, dire que vous dites les j'en veux idées pas. de Ciotti avancent à l'intérieur de ma famille et ça va même plus loin que ça, puisque Xavier fait marche arrière. Vous allez me dire que c'est pas la première fois par rapport à son positionnement, mais en même temps vous avez Valérie Pécresse et Michel Barnier qui apportent leur soutien à Ciotti. Oui. Vous en avez Voilà. fait une star d'Éric Ciotti. Hein. Tout le monde se l'arrache maintenant. C'est pas moi qui en ai fait une star, c'est lui qui présente ses idées et il véhicule les idées de Zemmour à l'intérieur de LR. Voilà. Il y a une Et donc, moi, ciotisation de LR, comme on dit, d'une zémorisation. Ou en tout cas, du il y a débat. une omerta qui se pose à l'intérieur de ma famille politique, dans laquelle il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Et la question qu'il ne faut pas poser, c'est si jamais nous ne sommes pas au deuxième tour, qu'est-ce que vous faites? Eh bien là, jamais, ça fait quand même 3 débats. Cette question n'est jamais posée, tout le monde fuit la réponse. Moi, entre Macron et l'extrême droite, je n'ai pas du tout l'ombre d'une hésitation. Comme je ne l'ai jamais eu toute ma vie, d'ailleurs. Vous auriez souhaité que LR sanctionne Éric Ciotti quand il a dit cette phrase? Je me suis exprimé, moi, dans ma famille politique. Ben, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais en attendant, je constate que c'est une dérive politique dans la mesure où il n'y a plus de chef, il n'y a plus de cap. Et donc, on se cherche un chef dans un moment où il y a des errements. Ces errements deviennent irréconciliables. Et quand on ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on veut devenir, dans un truc très simple, hein, quand même, c'est quelle est notre porosité ou non avec l'extrême droite. Ouais. C'est la seule question. Et dans cette question-là, ben, je vois que la réponse n'est pas claire du tout et on s'y perd. Et alors vous êtes où? Quelles conséquences vous tirez de ce qui s'est passé hier? La conséquence, elle est simple, je vais quitter les Républicains. Vous nous annoncez que vous quittez le parti, je rappelais tout à l'heure. Oui. C'est le fruit d'une réflexion importante. Mon grand-père a donné la Croix de Lorraine à la France Libre. Mon père a été déporté à Dachau. L'ensemble de ma famille a été déporté, torturé. J'ai grandi dans LR, dans le RPR, sous Jacques Chirac. J'étais membre fondateur de l'UMP, membre fondateur de LR. J'ai fait 19 combats pour les différentes familles politiques dans lesquelles j'appartiens. J'étais président, et j'en ai gagné 17. J'étais président de la Fédération des Bouches-du-Rhône et secrétaire départemental d'une des plus grosses fédérations de France. J'étais secrétaire général du mouvement. Donc pour moi, c'est un moment important quand même. Mais je ne m'y retrouve pas. Je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas parce que je trouve que on a un moment très important pour l'avenir de notre famille politique. Si on ne défend pas ce que l'on croit juste, ce pourquoi on s'est battu toute sa vie, toute ma vie, je me suis battu contre le Front National, en triangulaire, en quadrangulaire. Et là, on dit, sans que personne ne réagisse, non, ne touchez pas à Ciotti, vous savez. Touchez pas à ça. Mais on va perdre. Et moi, je suis pas bien, voilà, donc je suis pas bien, je veux être tranquille, je suis libre. Je suis élu pour 7 ans comme président de région, je veux faire de ma région la plus belle région d'Europe d'ici 2030. J'ai beaucoup d'atouts pour ça. Je ne demande rien, moi, je veux que mon pays respire et je ne veux pas l'extrême droite, voilà, c'est tout. À partir de là, je suis pour l'autorité, je suis pour la droite, je suis un homme de droite. Mais faites attention, parce que regardez quand même, en moins de 6 mois, dans notre région, on a perdu quand même beaucoup de territoires. Quand vous perdez Nice avec sa métropole, que vous perdez Toulon avec sa métropole, que maintenant vous perdez la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça vous fait quand même du monde, hein, dans votre famille politique, avec des gens de droite qui aiment leur famille politique, qui aiment leur territoire, qui ont été élus et réélus et qui ne se retrouvent pas dans cette dérive. Oui. Je vous entends ce matin, vous nous dites « je quitte LR ». Après 35 ans d'adhésion à ce grand parti qui a beaucoup évolué. C'est pas un coup de tête? Ah non, mais vous savez, d'abord, je ne fais pas de coup de tête, moi. Alors je m'exprime peut-être comme un Marseillais, avec mes mains, ma joie de vivre, mon bonheur de la vie, ma soif de vie, ma liberté d'expression totale que j'ai toujours eue toute ma vie, que vous me reconnaîtrez quoi qu'il arrive. Mais c'est très réfléchi. Mais j'y suis pas bien. Vous êtes un homme blessé ce matin? Non, je suis malheureux. Je suis malheureux parce que c'est la fin d'une belle histoire. J'étais avec Jacques Chirac au Conseil de sécurité pour défendre la France. J'étais ministre. Je dois beaucoup à ma famille politique. J'ai beaucoup apporté à ma famille politique. Souvent, d'ailleurs, elle m'a combattu. Elle a été diverse. Elle a été... je veux dire,
Votre famille politique, elle a connu des grands écarts. Vous parliez de Chirac. Chirac, c'est l'homme du bruit et des odeurs, et c'est l'homme de la fracture sociale. Il y a mais c'est toujours un homme de une grande- droite, c'est un homme qui a fixé toujours une ligne par rapport à l'extrême droite. Toujours. Tous. Alors après, vous savez, quand vous êtes dirigé en politique à ce niveau, vous avez des évolutions qui sont ce qu'elles sont. Mais il y avait une ligne qui était infranchissable. Et aujourd'hui, cette ligne, on passe d'un côté de l'autre comme si de rien n'était, sans que personne. Vous avez prévenu quelqu'un de votre famille? J'ai prévenu Christian Jacob hier soir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'on se reverra après plus tard. Vous savez, Christian et moi, on est très très amis. Voilà, donc je ne veux pas le gêner. Il pilote ce truc avec des errements irréconciliables là-dedans, avec des grands écarts. Et il sait très bien que notre famille politique est en très grand danger au niveau national. Est-ce que vous vous rendez compte que si nous perdons les élections présidentielles, et on fait tout pour, on sera resté plus de 15 ans dans l'opposition quand même. Mais là, vous la divisez, votre famille, en partant. Non, je ne la divise pas. Je reste fidèle à ce que je suis. Je reste fidèle à ce que je suis. Est-ce que là-dedans, vous me retrouverez une seule fois dans la totalité de mon parcours politique, dans un seul combat où j'ai pas été fidèle à ce que je suis, où j'ai apporté ma contribution à ma famille politique. Vous emmenez des adhérents avec vous? Feront ce qu'ils voudront, chacun d'entre eux. Chacun est libre. Non, je le fais à titre personnel, individuel. Je suis un chef. Le chef prend ses décisions en fonction de ses convictions. Mais mes convictions et mes valeurs, elles sont ce qu'elles seront. Et j'ai jamais bougé. Et je bougerai pas. Donc et je ne vais pas bouger à mon âge. Vous dites, je suis malheureux. Vous êtes orphelin, là. Tout d'un coup, vous n'avez plus de parti. Vous allez où? Je vais chez moi, dans le Sud. Je vais continuer à me mêler de la vie politique, donner mon avis. Je suis un divers droite. Je vais participer au combat politique. Je vais regarder ce qui se passe dans le cadre des primaires, cette évolution. Vous allez regarder ça de l'extérieur? Oui. Vous allez regarder la compétition. Mais quand vous êtes de l'intérieur, vous ne pouvez pas parler. Vous êtes obligé de vous taire. Dès que vous dites quelque chose, on vous traite, c'est des mots orduriers. Et je pose une question. Ordurier? Oui, c'est ce que dit M. Ciotti, M. Muselier, c'est le télégraphiste de Macron. Enfin, il a dit que vous étiez le petit télégraphiste de Macron. Ouais. C'est faux? Vous croyez que c'est M. Macron qui m'a dit de faire ça? Je vous pose la question. Mes amis, c'est Barouin et Jacob. Ce sont mes amis depuis toujours. Aujourd'hui, je suis en difficulté avec eux. Voilà. J'ai pas d'histoire politique avec M. Macron. Pas de on va vous le demander. Est-ce que vous êtes téléguidé par Macron? Non. Par l'Élysée? Téléguidé par personne. Par la Macronie? Non. Est-ce que vous allez rejoindre Emmanuel Macron? Non, je crois pas. Est-ce que vous allez le soutenir? Ça, c'est autre chose. Vous avez des amis dans le Sud qui soutiennent Emmanuel Macron, déjà. Bien sûr. Et bien vous? D'abord, je veux voir si M. Macron est candidat, sur quelle base, qui va gagner chez nous, sur quelle base. On a un peu de temps encore. Qui va gagner chez nous? LR? Oui, parce que je suis ex chez moi. Oui. Voilà. Futur ex. Ou ex déjà? Oui, ex. Vous allez prendre votre carte, vous allez la déchirer, vous allez la rendre. Non, je vais la garder. Vous allez la garder. En souvenir. Mais et si c'est Xavier Bertrand qui ressort vainqueur le 4 décembre c'est tant mieux pour lui. Ouais, mais là, vous pourriez revenir. En faisant ces allers-retours permanents, vous croyez que ça donne une lisibilité à la vie politique? Je veux bien que personne n'ait de mémoire, mais moi j'en ai. Ouais. Voilà, moi j'en ai. C'est irrévocable? Ah oui. Votre départ? Ah non, mais oui, ça c'est clair. Non, parce qu'il y a eu d'autres départs irrévocables. Celui de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse sont venus. Ne me comparez pas, voilà, c'est tout. C'est irrévocable. Moi, vous savez, je dis les choses, bien en amont d'ailleurs. Très souvent, je préviens. J'explique les choses, et puis, suivant comment ça se passe, je les fais, et là-dessus, vous ne pourrez pas me trouver un porte-à-faux. Encore deux questions. Ça tombe pile poil, si je puis dire. Édouard Philippe, ce matin, dans le Figaro, souhaite la bienvenue dans son parti, vous savez, son parti Horizon, à ceux de la droite et du centre qui veulent dépasser les vieux appareils. Édouard Philippe, qui était à LR comme vous pendant longtemps, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, est-ce que ça peut être votre horizon? Mais Horizon, ça vous parle? C'est le hasard du calendrier, je ne suis pas piloté par Édouard Philippe, c'est vraiment un hasard complet. Donc moi, je ne suis pas du tout dans cette logique-là aujourd'hui. Je suis dans une logique aujourd'hui... de rupture. De rupture. Et pas d'atterrissage. Moi, je n'ai pas d'ambition particulière pour moi. Je ne cherche pas à être ministre, je ne cherche pas à être président de la République. Je suis président de ma région pour 7 ans. Et je veux rester ce que j'ai toujours fait dans ma vie politique. Être sur mes valeurs, sur mes bases, dans le cadre de ma ligne. Ma ligne, c'était le RPR. Bras ouverts, où il fallait, fort de sa structure, fort de son histoire, rassembler, additionner les compétences, les expériences, les familles politiques. Et nous, on se rétrécit aujourd'hui, où systématiquement, c'est quelque part le LR national des parlementaires contre le LR des territoires. Voilà, mais ça ne peut pas marcher pour moi. Alors, un compliment qui va peut-être vous étonner, il vient d'Éric Ciotti, qui à l'instant vient de dire qu'il louait cette clarification parce que depuis de toute façon plusieurs années, vous étiez du côté de Macron.
Il raconte ce qu'il veut, dans sa dérive permanente. Vous savez, je ne vais pas dire du mal d'Éric, il est en conflit en permanence avec Christian Estrosi, où il voulait la mairie, il n'a pas eu, il voulait la région, il n'a pas eu, il veut toujours quelque chose qu'il n'aura jamais, et donc forcément, ça le rend un peu amer. Oui, alors tout le monde le trouve assez cohérent et assez solide dans cette primaire. Dans l'extrême droite, il est cohérent avec lui-même. Il est dans l'extrême droite, mais moi je ne suis pas dans l'extrême droite. C'est le porte-parole, c'est le faux nez de l'extrême droite intérieure de notre famille politique, et il somme les autres candidats de le soutenir. Vous ne rejoignez pas La République En Marche, vous quittez LR ce matin et vous nous dites que c'est irrévocable, c'est une décision importante. Lourde. Et lourde. Et on vous sent ému. Vous ne faites pas 35 ans de combat politique, oui. Où vous gagnez la ville de Marseille, vous gagnez les châtilles, vous partez au gouvernement, sans vous rendre compte que cette dérive-là entraîne des conséquences, voilà. Renaud Muselier, on parle un peu de la situation qui touche toute la France, mais votre région en particulier, c'est le Covid. 30 000 nouveaux cas hier. Vous êtes particulièrement inquiet pour la situation dans les Bouches-du-Rhône. Pourquoi ? Parce que, comme toujours, on est un peu en tête, quoi. Donc, si la France était à peu près 190, nous, on est à 290. La région est à 250, donc on peut voir qu'il y a un rebond. Alors moi, je sors d'un Covid, moi. J'ai pris 2 mois de Covid, en étant double vacciné, en faisant attention. Donc, je ne suis pas allé en réanimation. Il faut se vacciner, il faut avoir la triple dose. J'ai demandé la triple vaccination au plus tôt. J'espère que ça sera décidé aujourd'hui. Vous avez demandé la troisième dose, quoi. Oui, mais vous l'avez demandé quand ? Il y a 15 jours. Pour à partir de... Pour tout le monde. Vous l'avez demandé à l'ARS ? J'ai demandé au gouvernement en disant, mais ouvrez, attention, ça arrive. Et donc, on a une seule chose qui est importante dans cette crise, c'est qu'on a l'expérience et le savoir-faire. Donc, on a, au début, pataugé, et j'ai dit beaucoup de choses désagréables au gouvernement dans les premières, deuxième, voire troisième vagues, sur la gestion sanitaire. Aujourd'hui, on a l'expérience de savoir ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Donc, il faut anticiper. On sait que c'est toujours 15 jours d'avance. La façon dont ça... Donc vous dites au gouvernement, faites tout de suite l'ouverture à la 3e dose. Exactement, pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, tout de suite. Et je dis à nos concitoyens, tous ceux qui sont vaccinés, ils ne vont pas en réa. Voilà, donc vaccinez-vous. Oui, alors vous avez un problème. Il y a 9% de non-vaccinés en France, il y en a 14% dans les Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que vous faites pour aller les chercher ? Je fais des centres de vaccins, je fais de la pédagogie, je l'explique toute la journée. Et je leur dis, si vous voulez pas en tout cas vous faire vacciner, n'oubliez pas le masque, lavez-vous les mains. Et vous savez, chez nous dans le Sud, on s'embrasse volontiers aussi. Donc on voit bien que les gestes barrières sont tombés, on ne se lave plus les mains avec le gel alcoolique, on ne met plus les masques, et on s'embrasse volontiers, ça repart. Et ça, c'est dangereux. C'est le minimum. Vous allez rouvrir des vaccinodromes. Qu'est-ce que vous allez faire en termes d'organisation pour aider à cette 3e dose ? Nous, on avait fait des vaccinodromes, on avait fait des vaccinobus. Il y en a qui sont fermés. Vous allez les rouvrir ? Oui, en tout cas, je mets un vaccinobus sur mes territoires avec l'ARS. Donc, à partir du moment où le gouvernement nous en donne la possibilité, on réouvre. Un mot encore sur l'OL-OM. Quelles sanctions contre les clubs qui n'arrivent pas à faire respecter la discipline, le respect, etc., l'ordre ? Et que faire de ces supporters qui ont des comportements imbéciles ? D'abord, il faut trouver des mesures là qui sont extrêmement sévères avec les clubs. Extrêmement sévères. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Lyon doit faire en sorte que le match il est perdu pour Lyon, de façon à ce qu'on ne discute plus. Le huis clos, ça ne suffit pas. Il faut bien... La sanction, il faut bien aller au-delà. Le huis clos permet aux dirigeants de ne pas s'occuper des supporters. Le club, il veut gagner. Pour gagner, il se donne des moyens financiers, humains, techniques, et il s'appuie sur ses supporters. Mais il faut qu'ils canalisent leurs supporters. Comme tout ce qui s'est passé à Lyon, entre Lyon et Marseille. On voit bien que c'est une bouteille d'eau qui est jetée au milieu des supporters, et le mec qui a jeté la bouteille d'eau, qui a été attrapé d'ailleurs, il rit, il s'amuse. C'est comme dans un jeu vidéo pour eux. Le seul moyen d'arriver à avoir une sanction forte, c'est d'engager les clubs à l'intérieur des clubs de supporters pour faire en sorte que le club est sanctionné si les supporters dérapent. Vous verrez que ça va faire évoluer les choses. Parce que dans tous les cas, on a eu, nous, des problèmes. Il y a des problèmes dans tous les clubs de France. Mais pour ce qui me suit, on a eu un problème à Nice, on a eu un problème à Marseille, à Lyon. Là, on se rend bien compte que il y a des clubs ou des êtres humains qui sont visés par les supporters, joueurs. Donc je ne rentre pas dans le racisme potentiel, mais enfin, en tout cas, ça existe. Et on se retrouve dans une situation où les dirigeants de clubs disent non, c'est pas moi, c'est le supporter. Trop facile. Donc il faut qu'ils perdent le match. Oui. Ça, c'est la sanction minimum que vous demandez. C'est une sanction qui va, vous allez voir que ça va faire évoluer beaucoup les choses. Parce qu'au moins, ils sont responsables de leurs supporters. Merci Renaud Muselier d'avoir été ce matin sur LCI.